Dans le centre d'Israël, des familles se réveillent en s'étouffant à cause de panaches toxiques dérivant au-dessus de la soi-disant ligne verte, des incendies allumés sur le territoire de l'autorité palestinienne, brûlant nuit après nuit. Les habitants appellent cela du terrorisme chimique. Le gouvernement parle de pollution transfrontalière. Mais alors que la Knesset se réunit enfin pour discuter de la crise, une vérité devient impossible à ignorer. C'est du terrorisme environnemental et la situation empire. Shalom à tous et bienvenue sur Judéocation sur JNS Télévision. Je suis Josh Hastin, correspondant JNS News. Je suis au centre média JNS à Jérusalem. Nous aborderons bientôt le terrorisme environnemental. Nous en avons déjà parlé, mais la situation empire. Mais d'abord, je veux parler du vote qui a eu lieu cette semaine à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Deux résolutions, l'une exigeant un retrait de Judée, de Samarie et de certaines parties de Jérusalem, qu'ils ont qualifiées de territoires palestiniens occupés, et l'autre appelant le gouvernement israélien à abandonner. Le plateau du Golan, qu'ils appellent le Golan syrien, donc le plateau du Golan, commençons par cela. C'était une résolution rédigée par l'Égypte. Adopté par 123 voix contre 7 et 41 abstentions. L'autre, intitulé « Règlement pacifique de la question de la Palestine », dont je ne suis pas sûr exactement où elle se trouve, peut-être. Narnia a été adopté. 151 voix pour 11 contre et 11 abstentions. Donc deux résolutions la demandent à Israël de mettre fin à ce qu'ils appellent son occupation du territoire palestinien. Ils veulent évacuer tous les Juifs qui vivent en Judée et se retirer de toutes les terres qu'Israël a gagnées lors d'une guerre défensive de survie. C'est moi qui le dis, pas eux, en 1967. La résolution sur le Golan est affirmée à la fois par l'Organisation des Nations Unies et les pays qui l'ont soutenue. Rendez ce territoire. Ce territoire est très important pour des raisons stratégiques pour la Syrie, un gouvernement tout nouveau. Et nous ne savons vraiment pas ce que l'avenir réserve à la Syrie. Sont-ils stables? Ne le sont-ils pas? Et cela est censé apporter la paix. Israël renonce au contrôle d'un territoire aussi stratégique et, bien sûr, historique. Dans la partie nord-est d'Israël et bien sûr Israël. Maintenant, nous avons des troupes de Tsahal en Syrie, du côté syrien du Golan. Et bien sûr, nous avons le mont Hermon, qui est en fait les yeux du pays tournés vers le nord. Mais l'Organisation des Nations Unies veut que nous quittions le Golan. Si cela ne tenait qu'à l'Organisation des Nations Unies, vu la façon dont ils votent contre Israël, il y aurait des Syriens au sommet du Kinneret ou du lac de Galilée, tirant sur les agriculteurs en contrebas. Comment je le sais? Parce que c'était le cas avant 1967, c'était la réalité quotidienne pour les Israéliens. Près du lac de Galilée, des Syriens tiraient en contrebas. Voulons-nous vraiment prendre le risque et donner le Golan à la Syrie? Sur cette base, ce qu'on appelle une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, c'est 100% non, absolument pas. Et en ce qui concerne la Judée et la Samarie, l'Organisation des Nations Unies et les pays qui ont voté pour la résolution préféreraient récompenser le Hamas pour le massacre du 7 octobre en leur remettant des territoires. Même si c'est à l'autorité palestinienne, ce ne sont que des terroristes en costume ou le Hamas qui pourraient finir par prendre le contrôle de cette zone, comme ils l'ont fait à Gaza, l'autorité palestinienne corrompue, comme je l'ai dit, des terroristes en costume, qui d'ailleurs a toujours son programme de payer pour tuer. Vous voulez donc expulser les Juifs de notre terre ancestrale biblique, si stratégique, surplombant 75% du pays, surplombant l'aéroport Ben Gourion. Vous voulez prendre ce risque? C'est ce que dit l'Organisation des Nations Unies, d'accord? Et soyons clairs, premièrement, avant tout, d'accord? Ceci est une terre juive depuis des milliers d'années. Ne mâchons pas nos mots quand on parle de Judée et de Samarie. Comme je l'ai déjà dit, l'Organisation des Nations Unies suggère un autre 7 octobre. Israël a quitté Gaza, puis il y a eu le 7 octobre. Essayons encore et rendons le territoire à l'autorité palestinienne, au Hamas ou à tout autre futur dirigeant de la zone. Et c'est un suicide pour l'État d'Israël, cette soi-disant solution à deux États pour laquelle l'Organisation des Nations Unies vote. C'est un suicide pour l'État d'Israël que malheureusement l'Organisation des Nations Unies soutient. Voilà. Les amis, ils veulent voir plus de Juifs morts. Les pays qui ont voté pour cette résolution veulent voir plus de Juifs morts. C'est ça la réalité. C'est pour ça qu'ils adoptent cette résolution. Le 7 octobre ne leur a pas suffi. Ils veulent qu'Israël prenne encore plus de risques pour sa sécurité en échange de promesses de paix. Nous faisons cela depuis plus de 30 ans maintenant. Ces promesses de paix
en cédant des territoires stratégiques à l'autorité palestinienne, à ses autres entités. Voilà le résultat du 7 octobre, Israël ne doit plus jamais recommencer. Je sais que cette résolution n'est pas contraignante, mais ils continuent de voter contre Israël à chaque fois. Plus que tout autre pays, même réunis, ils ont voté ces résolutions contre Israël. C'est l'Organisation des Nations Unies, rien d'étonnant. Je change de plan, les amis. Ce n'était pas prévu aujourd'hui, mais je pense qu'il faut en parler. Le fait que 200 élites d'Hollywood, y compris certains juifs, aient signé une sorte de pétition, 200 d'entre eux appelant à la libération de Marwan Barghouti. Savez-vous qui est Marwan Barghouti? C'est un maître terroriste condamné pour le meurtre d'au moins 5 Israéliens. Au moins 5, c'est juste ce pourquoi il a été condamné à 5 peines de prison à perpétuité. Et ces élites culturelles, y compris des personnes comme Paul Simon, veulent que Barghouti soit libéré. Ce serait une erreur terrible, vous savez. Ils voulaient que Barghouti libère certaines de ces personnes. Pendant les négociations pour les otages, ils ont demandé la libération de Barghouti. Israël a dit non, et Israël doit vraiment rester ferme sur sa position. Mais ce qui me dérange vraiment, c'est que ces 200 acteurs, chanteurs et autres célébrités d'Hollywood qui ne connaissent rien à la réalité. Ici en Israël, ils voient Barghouti comme une sorte de combattant de la liberté au lieu du maître terroriste qu'il est réellement. Barghouti devrait rester en prison pour le reste de sa vie. Si Israël pratiquait la peine de mort, je demanderais l'exécution de Barghouti, car c'est un meurtrier de masse. Pourtant, certains de ces acteurs de cinéma hollywoodiens n'ont absolument aucune boussole morale, et c'est triste, c'est décourageant. Pas vraiment. Je ne sais pas. Est-ce que ça change quelque chose que 200 personnes aient signé une pétition? Je ne pense pas, à long terme, en ce qui concerne l'avenir de Barghouti. Mais cela dit, ça montre simplement à quel point certaines personnes dans ce monde ont vraiment perdu toute clarté morale. Je voulais en parler car Marwan Barghouti a vécu en Judée et Samarie, où il a commis ses crimes odieux en visant des Israéliens et des Juifs. Abordons l'accroissement du terrorisme en Judée et Samarie, puisque nous sommes sur ce sujet. Juste la nuit dernière, samedi soir, il y a eu une tentative d'attaque à la voiture bélier dans la région d'Hébron, où le Hamas, d'ailleurs, est très populaire. La nuit dernière, des soldats ont neutralisé le terroriste à Hébron la semaine passée. La semaine dernière, une nouvelle tentative de meurtre contre des soldats de Tzahal a eu lieu avec une voiture utilisée pour les percuter. Dieu merci, l'assaillant a été neutralisé. Finalement, il y a eu une poursuite et ils l'ont retrouvé à Hébron. Il a été tué. J'ai vu cette vidéo, je ne sais pas si vous l'avez vue. Si nous avons l'extrait, on pourra le montrer. D'une tentative d'attentat terroriste visant 2 soldats près de la communauté d'Atarid qui se trouve dans la région de Binyamin. Les soldats ont alors contrôlé ce terroriste potentiel, ils ont fouillé sa personne, ils lui ont posé des questions, ils l'ont interrogé un peu. Mais finalement, il a sorti un couteau de son sac et a tenté de poignarder l'un des soldats. Et c'est un véritable miracle que ce soldat et l'autre soldat impliqué n'aient été que légèrement blessés. Cela aurait pu finir bien plus mal. Mais ce à quoi nous sommes confrontés en ce moment, c'est une recrudescence du terrorisme, et la semaine dernière, j'en ai parlé. Un Israélien de 71 ans a été tué au carrefour de Gush Etzion, et des Israéliens sont désormais attaqués. Dans ce cas, des soldats sont attaqués presque chaque jour sur les routes de Judée et Samarie. C'est inquiétant et effrayant. Je sais que Tsahal arrête environ 90 à 95% des attaques terroristes, mais la situation reste préoccupante. L'attention était sur Gaza depuis longtemps, et maintenant en Judée et Samarie, on observe une recrudescence du terrorisme. Ici, les soldats doivent anticiper. Mieux vaut prévenir que guérir. Dieu merci, ils ont finalement pu neutraliser les terroristes, mais encore une fois, cela aurait pu se terminer bien plus mal. Et Dieu merci, il n'y a eu que des blessures légères. Mais nous devons garder un œil sur la situation en Judée et Samarie, dans la vallée du Jourdain, toutes ces régions du pays où les terroristes essaient quotidiennement de tuer des Juifs. Dans cette optique, que fait-on concrètement pour prévenir le terrorisme? J'ai dit que Tsahal déjoue plus de 90% des attaques. Une opération majeure, l'opération 5 Pierres, a eu lieu la semaine dernière dans le nord de la Samarie. L'armée dit que les troupes ont fouillé des centaines de bâtiments et interrogé des centaines d'Arabes sous l'autorité palestinienne. 20 frappes aériennes, rares en Judée et Samarie, ont eu lieu et 30 suspects ont été arrêtés. La police des frontières, les commandos de Tsahal et d'autres forces ont tué au moins 6 terroristes dans la zone.
D'après ce que je comprends de l'opération, cette opération particulière est maintenant terminée dans le nord de la Samarie. Mais grâce à Dieu, Tsahal a accès à ces endroits, contrairement à Gaza, où Israël n'avait pas de troupes au sol depuis 18 ans et nous avons eu le 7 octobre. C'est tellement important d'un point de vue sécuritaire que Tsahal puisse chaque nuit entrer dans ces villages de la zone A, qui est sous le contrôle total de l'autorité palestinienne. Arrêter ces personnes si besoin, éliminer les terroristes et saisir toutes les armes illégales qu'ils comptent utiliser contre les Juifs, pas seulement en Judée-Samarie, mais dans tout Israël. Maintenant, comme promis, nous allons à nouveau parler du terrorisme environnemental en Judée-Samarie. C'est du terrorisme, les amis. C'est ça le fond du problème. C'est du terrorisme, tout comme quand on jette des pierres, on essaie littéralement d'étrangler des gens. Les Juifs qui vivent en Judée-Samarie et dans d'autres villes, vous parlez de Shoham, vous parlez de Rocha Ayan, ces villes qui sont adjacentes à la Judée-Samarie. Ils inhalent de la fumée chaque nuit. Ce sont des zones juste à l'extérieur de l'aéroport Ben Gourion. Vous évoquez Lod, Tel Aviv, des banlieues où l'on peine à respirer chaque nuit à cause du terrorisme environnemental. Ces incendies illégaux sont déclenchés par des Arabes sous contrôle de l'autorité palestinienne qui brûlent déchets, produits chimiques et autres. La situation est absolument horrible. La Commission de l'Intérieur et de l'Environnement de la Knesset a discuté la semaine dernière du terrorisme environnemental croissant de l'autorité palestinienne. La ministre de la Protection de l'Environnement, Edith Silman, affirme avoir conçu un plan stratégique contre la combustion illégale des déchets en Judée et Samarie. Ce phénomène dépasse les frontières. Aucune frontière ne peut stopper l'insécurité illégale, sans contrôle ni incinération illégale. En fait, il n'y a pas de point de contrôle qui puisse empêcher l'incinération illégale. C'est dans l'air, ça pénètre dans les poumons des enfants. Donc, encore une fois, son ministère, a alloué 40 millions de shekels, soit 12,4 millions de dollars, pour aider à réhabiliter l'une des deux décharges en Judée et Samarie. L'embauche d'inspecteurs supplémentaires, y compris au point de contrôle, et la prise de toutes ces mesures afin d'essayer de maîtriser une partie de ces brûlages illégaux, a rapporté Winnet. Les nuits à Shoham, c'est une ville juste à l'extérieur de l'aéroport Ben Gourion et des environs. D'accord, c'est là que ça se passe. C'est un cauchemar environnemental. C'est ainsi que les habitants décrivent la situation. Une fumée toxique des incendies de déchets dans les zones de l'autorité palestinienne recouvre les communautés israéliennes. Les habitants tous cherchent leur souffle et sont furieux. Ils parlent de terrorisme chimique, je parle de terrorisme environnemental, de la fumée épaisse plusieurs nuits d'affilée. Comme je l'ai dit il y a plusieurs semaines, à Gush Etzion où j'habite, j'ai dû garder mes fenêtres fermées pendant une semaine à cause des incendies illégaux, des décharges illégales et des feux sous l'autorité palestinienne. Modi'in, si vous connaissez des gens là-bas, ou dans les communautés Roussia, Ayan, Shoham comme mentionné. Avec ces déchets et matériaux dangereux qui sont brûlés, l'administration civile étant également impliquée, maintenant confrontée aux décharges illégales et toute cette problématique, mais nous devons traiter cela comme la ligne de fond, nous devons traiter cela comme du terrorisme et nous devons combattre cela comme du terrorisme parce que c'est ce que c'est. Espérons que la situation s'améliore pour les Israéliens de ces communautés. J'ai publié cette semaine dans JNS un article sur la communauté de Beth El, au nord de Jérusalem, dans la région de Binyamin. Un groupe de parents d'un collège de cette communauté est mécontent, très inquiet pour la sécurité de leurs enfants. En effet, 50 Arabes de l'autorité palestinienne travaillent sur un chantier juste à côté du collège. En fait, dimanche dernier, plusieurs parents ont décidé de garder leurs enfants à la maison parce qu'ils pensaient qu'ils n'étaient pas assez sûrs d'envoyer leurs enfants à l'école. C'était donc une sorte de protestation de la part des parents. Le chantier là-bas compte plusieurs gardes en poste. Une nouvelle réunion a eu lieu entre les parents, l'école et la municipalité de Binyamin et Bethel. Concrètement, qu'est-ce qu'ils vont faire pour gérer le fait que des Arabes sont, comme certains parents ont parlé, de surveiller les déplacements, de faire des patrouilles? Que se passe-t-il? Se faire une idée de quels enfants sont à l'école, combien d'employés il y a à l'école, qui sont les enseignants ou autres.
En réalité, il s'agit simplement d'espionner cette école. Et nous avons déjà vu cela auparavant. Malheureusement, avant le 7 octobre, il y avait des Arabes qui travaillaient dans certaines de ces communautés proches de la frontière de Gaza. Et nous avons découvert, après coup, qu'ils espionnaient en fait ces communautés, cherchant leurs points faibles. Ainsi, ils ont pu organiser le massacre du 7 octobre. Ses parents affirment qu'ils ne le toléreront pas. S'ils ne trouvent pas une solution ici, ils vont garder leurs enfants à la maison. Et c'est très effrayant parce qu'on ne sait pas si l'un de ces travailleurs va lancer une attaque terroriste. Comme je l'ai dit, qu'ils surveillent la communauté et repèrent les faiblesses. J'ai de la compassion pour ces parents inquiets d'envoyer leurs enfants à l'école. Ils travaillent apparemment sur une solution. Comment s'assurer qu'il n'y ait aucun contact, augmenter le nombre d'agents de sécurité, toutes sortes de mesures préventives là-bas. Ainsi, les Arabes ne sont pas en contact, ne peuvent pas communiquer et ne peuvent même pas être dans le champ de vision des élèves de ce collège. Nous devrons surveiller la situation à Bethel comme presque chaque semaine. L'autorité palestinienne verse toujours des paiements liés au terrorisme malgré ses promesses à l'Union européenne. Des représentants de l'Union européenne ont cette semaine confronté des responsables de l'autorité palestinienne avec des preuves de transfert de fonds aux terroristes et à leurs familles. On parle de payer pour tuer. C'est l'autorité palestinienne. D'après eux, c'est leur programme principal, où ils transfèrent de l'argent selon une échelle variable. Selon le nombre de Juifs tués, l'argent va aux terroristes, et si l'un d'eux meurt, sa famille reçoit la somme. Essentiellement, ces personnes, ces terroristes, sont à la solde de l'autorité palestinienne à vie. Donc, selon ce rapport, l'Union européenne change son approche envers l'autorité palestinienne. Une réunion a eu lieu le mois dernier avec des hauts responsables de l'autorité palestinienne. De plus, seuls certains responsables de l'Union européenne soutiennent Israël, pas toute l'Union européenne. Ne vous méprenez pas. La question concerne la violation par l'autorité palestinienne des accords sur le maintien des paiements aux terroristes. Et ces responsables de l'Union européenne, ceux qui sont pro-Israël, exigent qu'ils cessent de transférer ces fonds à ceux qui commettent des attentats. D'abord, comme je l'ai dit, l'autorité palestinienne poursuit ce programme. Je me réjouis des mesures prises par ces responsables. Et je suis certes content, mais le problème ici, c'est qu'ils ne représentent pas, ils ne sont pas représentatifs de tous. L'Union européenne continue de financer l'autorité palestinienne sans exiger de transparence et soutient la politique de rémunération pour tuer. Qu'ils le veuillent ou non, cet argent finance la politique de l'autorité palestinienne de rémunération pour tuer. Et nous devons surveiller cette situation et voir comment elle évolue. Si, un jour, l'Union européenne prend réellement des mesures concrètes pour s'assurer que l'argent ne serve pas à financer la politique de rémunération pour tuer. Je veux dire, cela fait longtemps que je dis que l'autorité palestinienne devrait tout simplement disparaître. Nous ne devrions pas donner d'argent à l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne ne devrait pas exister. Ce sont des terroristes en costume qui continuent d'inciter à la violence dans leurs écoles, dans les médias, au quotidien, incitant contre l'État d'Israël et le peuple juif. Nous ne devrions ni soutenir, ni financer, ni encourager, ni renforcer. L'Union européenne doit au moins cesser ses paiements finançant directement la politique du « payer pour tuer ». Et c'est tout le temps que nous avons cette semaine pour Judéocation ici sur JNS Télévision. Je m'appelle Josh Astin, correspondant pour JNS News. Assurez-vous de continuer à aimer, à vous abonner, à cliquer sur le bouton Super Merci ici et à soutenir tous les programmes ici sur JNS Télévision. Et bien sûr sur Jewish News Syndicate.org, votre source pour l'actualité d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif. Et je veux remercier les personnes derrière les caméras ici à JNS Télévision, Ryan Lifshitz et Aaron Vogelantern qui sont à la régie, notre productrice Esther Eden, Zach Sickerman et le responsable de la station Yuri Svertsky pour tout le travail important qu'ils accomplissent. Pour nous, nous ne pourrions pas diffuser ces émissions sans toutes ces personnes, les amis. Alors merci à eux tous. Bonne semaine et si Dieu le veut, retrouvons-nous la semaine prochaine sur Judéocation sur JNS Télévision.